Bonjour messieurs, dames. Bonjour. Ça va? Ça se passe bien? Cette 5e journée de navigation s'annonce parfaite. Vous allez voir, le soleil arrive. On a eu un temps qui était un petit peu mitigé jusqu'à présent. Le soleil arrive. Bienvenue au théâtre pour cette conférence dans les coulisses du Costa Magica. Ce navire dont la construction a nécessité près de 3 fois la quantité d'acier qui était nécessaire à la construction de la Tour Eiffel, dont le poids est équivalent au poids de 110 Boeing 747 et dont les moteurs de la propulsion développent une puissance équivalente à la puissance combinée de 64 moteurs de Ferrari. C'est une immense ville flottante sur laquelle vous passez vos vacances et on va tâcher ensemble de découvrir quelques-uns de ses secrets. Une conférence qui va durer à peu près 45 minutes et qui va se décomposer de 3 parties. Et alors, si la télécommande marchait, ça serait encore mieux. Paf! 3 parties. Première partie, les aspects techniques. On ira à la passerelle de commandement, dans la salle de contrôle, dans la salle des machines. Deuxième partie, les aspects hôteliers. On parlera notamment de la restauration, du stockage des différents aliments, de la préparation des repas. Et puis, troisième partie, la vie côté équipage, pour voir un petit peu comment ça se passe lorsque l'on travaille sur un navire de croisière. On va commencer avec les chiffres. Le Costa Magica a été construit à Gênes. Il a fallu 1 an et demi, 18 mois de construction. Longueur de ce navire, 272 mètres. Largeur, 35,5 mètres. Il y a à l'intérieur 1358 cabines, dont 58 suites. Capacité maximale d'accueil, 3470 passagers. Il faut rajouter évidemment les 935 membres d'équipage, qui fait que lorsque le bateau est complet, eh bien, il y a pratiquement 4500 personnes à bord. Le pavillon, il est italien, c'est-à-dire que le bateau est enregistré en Italie et soumis à la réglementation italienne. Entrée en service 2004, le bateau a tout juste 10 ans. On continue avec les chiffres. Hauteur totale du navire, 57 mètres. Hauteur sur mer, 49 mètres, ce qui nous donne donc logiquement un tirant d'eau de 8 mètres. Parfait, les gens qui sont d'eau. 8 mètres de tirant d'eau, c'est extrêmement peu. Le tirant d'eau, c'est la partie qui est immergée, qui est en dessous de la ligne de flottaison. 8 mètres, c'est extrêmement peu, vu la taille et le poids du navire. Vitesse de croisière, 19 nœuds. Vitesse maximale, 22 nœuds. Le nœud, c'est une unité de vitesse. Une vitesse de 1 nœud équivaut à une vitesse de 1 000 nautiques par heure. Et le 1000 nautique vaut 1 km 850. Donc une vitesse de 1 nœud correspond à une vitesse de 1 km 850 par heure. Pour commencer, quelques photos de la construction. Je vous l'ai dit, il a été construit en Italie, à Gênes, dans les chantiers de la Fincantieri, en 18 mois. Et vous voyez ici la construction d'un navire de croisière. C'est un peu comme la construction d'un jeu de Lego. Il y a différentes parties, différents compartiments qui vont être construits dans des chantiers séparés et qui vont être rassemblés au niveau du chantier principal. Ces compartiments vont être soudés les uns aux autres en partant de l'avant et en allant jusqu'à l'arrière pour arriver au résultat que l'on connaît actuellement. Vous voyez, le bateau, il n'est pas construit sur terre, il n'est pas construit non plus dans l'eau, il est construit entre les deux, dans ce que l'on appelle une cale sèche. Une cale qui a été creusée en dessous du niveau de la mer et qui a été vidée de son eau. C'est ce qu'on voit ici, et vous avez le bateau qui repose sur ces petits plots pendant la construction. Une étape un peu plus avancée, juste avant la mise en place de la cheminée. Et vous voyez, le bateau, il est construit dans cette cale que l'on voit ici. Et vous avez les petites bouées oranges qui ferment la cale sèche, qui empêchent l'eau de rentrer. Lorsque le bateau est entièrement construit, eh bien, on va ouvrir ses portes tout doucement. Et en 6 à 8 heures, la cale sèche va se remplir d'eau et le bateau va se mettre tout doucement à flot. Il ne restera plus ensuite qu'à le faire manœuvrer pour le faire quitter cette cale sèche et le faire rejoindre la mer. Alors une autre image qui a été prise lors de la construction, on voit bien la cale, mais surtout on voit bien les différentes couleurs de la coque. En blanc, c'est évidemment la partie émergée, la partie qui est visible. Vous voyez ici une ligne bleue, elle matérialise la ligne de flottaison, la limite entre la partie émergée et la partie immergée. Et en rouge, c'est le tirant d'eau. Ce sont les 8 mètres que l'on a de tirant d'eau. C'est une peinture spéciale qui a été appliquée à la coque pour permettre évidemment de limiter au maximum l'accroche des algues, des crustacés, pour éviter la corrosion prématurée de la coque. C'est une peinture qui va donc protéger l'acier du navire.
Vous voyez ici une image qui a été prise à l'arrière du navire. Et entre les échafaudages, vous pouvez distinguer ces deux rectangles rouges qui sont les gouvernails. Et derrière ces rectangles rouges, derrière ces gouvernails, on a ici les hélices. Sur ce bateau, on a deux hélices à l'arrière qui permettent de propulser le navire. Une à droite, une à gauche. La même image prise de côté, et vous pouvez voir un peu, vous pouvez estimer la taille de ces installations comparée aux ouvriers qui sont là-haut, par exemple, en train de finir la croche du gouvernail. Et évidemment, ce sont des installations extrêmement grandes. Voici une des deux hélices qui équipent le navire. Elles mesurent chacune 5,70 m de diamètre. Elles pèsent 17 tonnes. Ce sont des hélices à 5 pales qui tournent à une vitesse de 130 à 170 tours minute, évidemment, en fonction de la vitesse que l'on veut donner au navire. Alors là, on est sur le sol de la cale sèche et on a pris une photo de l'avant du navire. On distingue bien les trois couleurs de la coque et on voit que la partie avant, elle a une forme arrondie, un profil spécial. C'est ce qu'on appelle le bulbe ou le nez du bateau. C'est un profil qui a été donné à la coque pour pouvoir permettre au navire d'avoir un profil plus hydrodynamique et donc de pouvoir mieux casser les vagues, de pouvoir augmenter légèrement notre vitesse de croisière en glissant beaucoup mieux sur l'eau. On voit également sur l'image précédente, ici, ce que l'on voit ici, ce sont trois grilles. Il faut imaginer que le bateau a été creusé dans le sens de la largeur. Il y a 6 cylindres qui ont été creusés dans le sens de la largeur du navire. 3 à l'avant, 3 à l'arrière. Ici, on voit les 3 de l'avant et derrière les grilles, vous avez des hélices. Des hélices qui ont une direction perpendiculaire par rapport aux hélices de la propulsion. Les hélices de la propulsion à l'arrière nous permettent d'avancer. Ces hélices-là vont nous permettre de faire manœuvrer le bateau. C'est ce qu'on appelle des hélices d'étrave ou thruster. Il y en a 3 à l'avant, 3 à l'arrière, et grâce à ce système, on va pouvoir faire pivoter le navire, on va pouvoir le faire tourner à 360 degrés. On utilise ce système notamment lorsqu'on effectue les manœuvres d'amarrage et de départ. Lorsqu'on est proche de notre quai, on va se mettre parallèle au quai à une vingtaine de mètres, et on va se rapprocher parallèlement avec ces hélices jusqu'à ce que l'on touche le bord du quai. Si on avait le même système de propulsion sur les voitures, eh bien, il n'y aurait plus besoin de faire de créneaux pour se garer entre deux véhicules. Là encore, il suffirait de se mettre parallèle au trottoir et de se rapprocher jusqu'à ce que l'on touche le bord du trottoir, ce qui serait quand même beaucoup plus pratique pour se garer, n'est-ce pas, mesdames? On est d'accord. Bien. Ah bah vous avez dit oui. Non mais c'est... Merci, merci mesdames de m'applaudir, c'est très gentil. Pardon, c'était la partie technique, c'est le début de la conférence, je voulais juste m'assurer que vous suiviez bien, c'est pas toujours évident de pas me faire de copine moi aujourd'hui. Hein. Autre système que l'on va trouver sur la partie immergée du navire, le système de stabilisation. On en a besoin, surtout en ce moment quand on est en mer. Il faut savoir que le bateau a des ailes. Il y a des ailerons rétractables de chaque côté de la coque, à peu près au milieu du navire, un à droite, un à gauche. Et lorsque la mer est calme, eh bien, ces ailerons vont être rentrés. Lorsque la mer est un petit peu agitée, s'il y a du vent ou de la houle, le commandant va sortir ses ailerons et il va les incliner justement en fonction du vent. Le but étant de permettre au navire de rester le plus stable possible malgré les mauvaises conditions météorologiques pour assurer un maximum de confort pendant la navigation. Ces ailerons que vous voyez ici mesurent 7 mètres de long pour 3 mètres de large. On a donc une superficie de 21 mètres carrés de chaque côté du bateau, un petit studio pour permettre au navire de rester le plus stable possible malgré une mer qui peut être de temps en temps agitée. Regardez cette image si elle n'est pas impressionnante. La mise en place de la passerelle de commandement. Elle a été construite dans un chantier à une dizaine de kilomètres du chantier principal. Elle a été amenée sur un énorme camion, un convoi exceptionnel, et puis elle a été soulevée au moyen de l'énorme grue que l'on voit à gauche et déposée à sa place sur le pont 8 à l'avant du navire. Une fois qu'elle a été déposée, il ne restait plus qu'à la souder et à relier les milliers de câbles qui relient la passerelle de commandement aux différents organes de contrôle de la navigation et de la sécurité du navire. La voici la passerelle, elle est donc sur le pont 8, elle occupe toute la largeur du navire, c'est là que travaillent le commandant et les officiers en charge de la navigation. À la passerelle de commandement, un grand volume et différents pupitres. Chaque pupitre a son utilité et on va en voir quelques-uns ensemble. Au milieu de la passerelle, pupitre central, vous avez le pupitre de commande que vous voyez ici, et notamment la barre, la fameuse barre du commandant. Ce n'est pas un gros volant en bois, comme on le voit dans les films de pirates, c'est ce petit volant en plastique qui va nous permettre de donner la direction au navire. Alors, lorsque l'on est en navigation, comme c'est le cas actuellement, il n'y a que 3 personnes à la passerelle de commandement. Un premier officier, qui est le représentant du commandant et qui est là pour assurer les opérations de navigation, un deuxième officier qui est là pour l'assister, et un timonier.
Timonier, c'est un simple matelot qui a pour rôle, lorsque l'on est en navigation, d'assurer ce que l'on appelait avant la vigie, c'est-à-dire de s'assurer que la route maritime que l'on emprunte est dégagée, qu'il n'y a rien dans la mer qui pourrait entraver le passage du navire. Derrière la barre, quand on est en navigation, il y a personne, puisque l'on a activé le pilote automatique. On a programmé notre ordinateur de bord et c'est lui qui a calculé la route et qui va assurer les opérations de navigation jusqu'à notre prochain port d'escale. Évidemment, les opérations sont surveillées en permanence par l'officier et les deux officiers de quart, mais c'est le pilote automatique qui va tranquillement faire naviguer le navire. On va désactiver le pilote automatique et prendre la barre en manuel dans plusieurs cas de figure. Déjà, lorsqu'on va effectuer les manœuvres d'arrivée et de départ, ça c'est certain. Mais également lorsque le trafic maritime est relativement dense. Quand on a beaucoup de navires autour de nous, eh bien pour des raisons de sécurité, on va plutôt prendre la barre en manuel plutôt que de laisser le pilote automatique piloter le navire. Et puis c'est le cas également lorsque la météo est défavorable, notamment lorsque la visibilité est réduite. S'il y a du brouillard, eh bien là encore, pour raison de sécurité, on va prendre la barre en manuel. Alors en navigation, pilote automatique, très bien. Et puis, on va dire généralement 3/4 d'heure à 1 heure avant que l'on arrive dans notre prochain port d'escale, on va faire monter un second timonier qui va prendre la barre, qui va se mettre derrière et qui va suivre les consignes de l'officier en charge de la navigation. Donc, 3/4 d'heure avant, c'est ce qui se passe. 1 demi-heure avant que l'on arrive au prochain port d'escale, là, c'est tous les officiers de la passerelle qui vont être réquisitionnés pour préparer notre arrivée, les officiers ingénieurs également dans la salle des machines, et puis il y a une personne qui va être à la passerelle de commandement et qui ne fait pas partie de l'équipage du navire. Quelqu'un qui n'est pas sur le bateau, quelqu'un qui fait partie des autorités portuaires du port qui va nous accueillir. Cette personne, c'est le pilote, exactement. Le pilote va embarquer à bord du Costa Magica alors que l'on est en navigation vers notre prochain port d'escale. Il va arriver au moyen d'un petit bateau qu'on appelle une pilotine et il va monter à bord au moyen d'une échelle de corde. Il va être accompagné à la passerelle de commandement et son rôle va être d'assister le commandant et les officiers dans les différentes manœuvres à effectuer pour amener notre navire jusqu'à son quai d'amarrage. Le pilote connaît parfaitement les profondeurs d'eau, les courants à l'entrée du port, les pièges éventuels à éviter. Il va coordonner notre arrivée avec les autorités portuaires et notamment s'il y a besoin de remorqueurs ou s'il y a besoin d'assistance, eh bien c'est lui qui va le prévoir. C'est une obligation réglementaire que d'avoir à bord du Costa Magica le pilote du port dans lequel on veut entrer. On ne peut pas rentrer dans un port pour des raisons de sécurité si on n'a pas à bord le pilote. Et c'est la même chose au moment du départ. Quand on va quitter le quai, on aura à la passerelle de commandement le pilote et une fois qu'on sera sorti du port, la pilotine va venir le chercher, il va descendre de la même façon, retourner chez lui et nous, on va partir vers notre prochaine destination. Alors, parmi les pupitres les plus intéressants de la passerelle de commandement, vous avez celui-ci, le pupitre des commandes. Vous avez ici 2 manettes, une verte et une rouge. Ce sont les manettes qui vont permettre de commander les hélices de la propulsion. Manette verte pour l'hélice de droite, manette rouge pour l'hélice de gauche. Le principe, il est simple. Vous poussez les manettes en avant, le bateau va prendre de la vitesse. Vous tirez les manettes en arrière, le bateau va ralentir. Vous avez ici également 2 poignées argentées qui vont nous permettre de commander les hélices d'étrave, ces fameux thrusters. Une poignée pour les 3 hélices de l'avant, une poignée pour les 3 hélices de l'arrière. Il suffit simplement de les faire tourner dans un sens ou dans l'autre pour pouvoir faire tourner les hélices. Et au-dessus, vous avez tout un tas de cadrans et de voyants qui vont donner des indications aux officiers sur la vitesse de rotation des hélices, sur l'angle d'inclinaison des gouvernails, mais également sur la force et la direction du vent sur le navire pour pouvoir effectuer les manœuvres de la façon la plus précise possible. Et ce pupitre de commande n'est pas situé n'importe où sur la passerelle. Il est doublé, il y en a 2, et ils sont situés aux extrémités droite et gauche de la passerelle. Je vous ai dit que la passerelle de commandement occupait toute la largeur du navire. En réalité, la passerelle est un petit peu plus large. Si vous avez l'occasion de regarder le bateau depuis le quai, vous verrez que la partie la plus large, c'est la passerelle, puisqu'à droite et à gauche, on a des petits balcons couverts, des petits décalages, dans lesquels plutôt on va positionner ces pupitres de commande. Pourquoi ? Eh bien parce que les officiers qui effectuent les manœuvres doivent en même temps pouvoir voir le bateau et le quai. Voilà la vue qu'ils ont depuis ces petits balcons fermés. Et donc le pupitre de commande est ici. Ils vont pouvoir effectuer les manœuvres avec une main, tourner la tête et voir à la fois le bord du quai et le bateau. Le but étant d'effectuer les manœuvres avec la plus grande précision possible.
À la passerelle de commandement, on va trouver également ici le pupitre de l'officier en charge des radiocommunications. La plupart des informations que l'on échange avec les stations terrestres, des gardes-côtes ou des stations météorologiques, eh bien, se font par radio. On reçoit des messages par radio, on leur répond par radio. Mais il y a un certain nombre d'informations qui, en plus de nous parvenir par radio, nous parviennent par téléx. Vous avez ici 2 imprimantes téléx qui font partie des équipements obligatoires sur les navires de croisière. Et donc les informations importantes, les informations auxquelles on pourrait avoir besoin, les informations qu'on devrait conserver sur le bateau dans un but de traçabilité, sont envoyées également sur ces imprimantes. C'est le cas des bulletins météo sur la route maritime que l'on emprunte, sur notre itinéraire. On va recevoir régulièrement des infos relatives à la météorologie. Eh bien, ces infos sont conservées sur papier et mises à disposition des officiers en charge de la navigation, évidemment pour pouvoir y avoir accès 2 heures ou 3 heures après, si jamais on doit modifier les conditions de navigation en fonction de ces informations. Vous avez également sur le pupitre de l'officier communication ce système ici, Distress. C'est le système d'appel, le système de demande de secours le plus simple. Il suffit juste d'appuyer sur le bouton rouge et notre système informatisé va envoyer immédiatement un message de détresse à l'ensemble des bateaux qui nous entourent et à l'ensemble des stations des gardes-côtes avec un message préenregistré demandant de l'assistance, et dans ce message sera enregistré la position du bateau, le nombre de passagers et le nombre de membres d'équipage. Ensuite, les bateaux ou les stations terrestres qui reçoivent ces messages rentrent en communication radio avec nous et nous demandent de préciser la nature de la situation d'urgence et le type de besoin que l'on a à bord. Ça permet de prévenir immédiatement un grand nombre de personnes et d'attendre que les personnes qui reçoivent ce message puissent rentrer en communication avec nous. À la passerelle, on va trouver également les différents écrans radars qui vont nous permettre de savoir un petit peu ce qui se passe autour du navire. Voici un écran radar type. Alors vous avez probablement vu les antennes radar sur le pont extérieur, ces rectangles de plastique blanc qui tournent et qui envoient des ondes électromagnétiques. En fonction du temps que mettent ces ondes à nous revenir, eh bien on sait si elles ont heurté un obstacle ou pas, et donc on peut avoir une cartographie relativement précise de ce qui se passe autour du navire. Vous avez ici donc en bleu la mer. En jaune, l'éco-radar de quelques îles à proximité desquelles on passait au moment où on a fait la photo. Le bateau, il est ici, c'est la position du Costa Magica. Et vous voyez qu'il y a une ligne blanche continue qui part vers le nord. C'est la route maritime que l'on va suivre, l'itinéraire calculé par notre système de bord pour pouvoir arriver jusqu'à notre prochain port d'escale. Vous voyez que pratiquement au niveau de la position du bateau, vous avez une autre ligne pointillée qui part un peu plus vers le nord. Ça, c'est un itinéraire bis, une autre route que l'on pourra emprunter si jamais on rencontre la moindre difficulté sur la route principale. S'il y a par exemple un problème de météo, une mer très agitée, eh bien en un seul clic, on va pouvoir changer d'itinéraire et prendre cette deuxième route, pouvoir suivre cette alternative. Et vous voyez qu'au milieu de l'écran, il y a un point rouge. Ce point rouge symbolise un navire qui est dans notre rayon d'action radar. Donc on détecte un bateau à proximité d'une autre, et en cliquant avec la souris du radar sur ce petit point rouge, les officiers de la passerelle de commandement de ce navire vont pouvoir obtenir ici, sur la partie de droite, toutes les informations qui concernent ce bateau. C'est un système qui fonctionne par satellite et qui s'appelle le système AIS. On va pouvoir, en cliquant sur le petit point rouge, obtenir ici le nom du bateau, sa cargaison, si c'est un cargo, le nombre de passagers si c'est un navire de croisière, le nombre de membres d'équipage, le port d'attache, le port de destination, le cap qu'il suit, etc., etc. Ainsi, la navigation est toujours contrôlée, on sait ce qui se passe autour du navire, et ce, dans un rayon de 175 km autour du bateau. Alors même si on a à bord tous les systèmes les plus modernes, les plus récents pour assurer la navigation, que ce soit les radars ou le système GPS qui nous permet, comme sur une voiture, nous permet le système GPS de connaître la position exacte du bateau, il permet de connaître également notre vitesse, notre temps de navigation jusqu'à notre prochaine escale. Et bien même si on a tous ces systèmes automatisés, on se doit d'effectuer ce que l'on appelle la comparaison des données. En d'autres termes, pour ce qui est des données relatives à la navigation, on ne doit en aucun cas faire confiance à une seule source d'information. On doit comparer en permanence les données de nos systèmes informatisés avec les données que l'on va trouver sur les cartes maritimes. On continue d'utiliser des cartes papier à la passerelle de commandement. On fait
fait régulièrement le point avec le compas et le rapporteur, toutes les heures lorsqu'on est en navigation, et en reliant les différents points, on aura une idée précise de l'itinéraire que l'on a suivi. On compare ces données avec les positions que l'on trouve sur les systèmes automatisés, et on compare, c'est pas dur, hein. Si on sait, on se trouve à un moment donné, qu'on sait dans quelle direction on va et à quelle vitesse on avance, c'est pas dur de prévoir qu'après 1 heure de navigation, on devrait se trouver à tel endroit. C'est ce que l'on fait, c'est ce que l'on compare en permanence avec les cartes maritimes à disposition des officiers. Alors quelques mots sur les grades des officiers de l'état-major. Le grade le plus à gauche, c'est évidemment le grade du commandant, reconnaissable à sa couronne, symbole de son autorité. Si vous croisez un officier de marine avec une couronne, vous pouvez être certain que c'est un commandant de bord. Le commandant, je vous l'ai dit, le bateau est une partie... le bateau bas pavillon italien, c'est-à-dire, comme je vous l'ai dit, qu'il est enregistré en Italie, soumis à la réglementation italienne. Mais ça va un peu plus loin. D'un point de vue légal, le bateau est une partie du territoire italien. Et à ce titre, le commandant est l'autorité suprême, il représente l'autorité italienne à bord et il peut prendre toutes les mesures qu'il estime nécessaires pour assurer la sécurité des passagers, des membres d'équipage et de son navire. Donc tout en haut de la pyramide, le commandant. Vous avez ici le grade du commandant en second, le deuxième commandant qui est à bord et qui pourrait éventuellement prendre les commandes du navire, qui pourrait relever le commandant en titre si ce dernier avait le moindre problème qui l'empêchait de poursuivre ses missions. Un problème de santé par exemple, eh bien à bord il y a une personne qui pourrait prendre les commandes du navire à la place du commandant. Avec 3 barrettes, vous avez ici le grade de premier officier, 2 barrettes second officier, 1 barrette troisième officier. C'est le cursus logique que doivent suivre les élèves officiers au moment où ils rentrent à l'école navale, aux alentours de 14-15 ans. Ils rentrent en tant qu'officiers juniors et ensuite ils doivent passer un certain nombre d'examens qu'ils vont valider par du temps de navigation. Et ils vont pouvoir gravir les différents échelons, officier junior, troisième officier, second officier, premier officier. Une fois qu'ils ont atteint ce grade, ils vont devoir passer du temps en tant qu'officier en charge des radiocommunications, officier en charge de la protection environnementale, officier en charge de la sécurité du navire. Et une fois qu'ils ont occupé tous ces postes et qu'ils ont validé tous leurs acquis, ils vont pouvoir accéder au grade de commandant en second. Une fois qu'ils sont commandants second, ils ont toute la formation théorique et pratique pour être commandant. D'un point de vue légal, pour les autorités, pour les gardes-côtes, il n'y a pas de différence entre un commandant en second et un commandant. Ils ont la même licence maritime, le même permis de conduire. Sauf qu'un commandant en second, il n'est pas encore commandant. À votre avis, qu'est-ce qui lui manque au second pour pouvoir être officiellement commandant? Des heures de navigation, oui, ça peut rentrer en compte, mais c'est plus simple. Le piston, non. Alors ça, pas... Non. L'âge, ça peut rentrer en compte, mais c'est plus simple. Un bateau, j'ai entendu. Là, on se rapproche. Un poste, oui. Ce qui manque à un commandant en second pour être commandant, c'est tout simplement une promotion. C'est son patron, c'est l'armateur pour lequel il travaille qui décide que le temps est venu pour lui de passer du grade de second à commande à commandant. Mais je vous dis encore une fois, d'un point de vue légal, il n'y a aucune différence. C'est la même chose, et heureusement, puisque le commandant en second peut à n'importe quel moment prendre les commandes du navire. Durée totale du cursus, comptez entre 14 et 17 ans de formation, entre le moment où les élèves officiers rentrent à l'école navale et le moment où ils peuvent prétendre au grade de commandant. Alors on était à la passerelle de commandement, sur le pont 8. On va maintenant descendre au pont 0 pour arriver dans la salle des commandes. On n'est pas encore dans la salle des machines. La salle des commandes, c'est le véritable cerveau du navire, le centre névralgique, le PC opérationnel. C'est là que travaille le chef ingénieur et ses officiers. C'est depuis cette salle que l'on va contrôler le bon fonctionnement de l'ensemble des installations techniques, électriques, électroniques du navire. Vous avez évidemment des personnes qui travaillent 24 heures sur 24 et qui surveillent en permanence que tout fonctionne correctement. Il y a, vous voyez par exemple, dans cette salle de contrôle, eh bien, différents écrans qui sont reliés à des caméras qui sont dispersées un petit peu partout sur le bateau et on va pouvoir contrôler le bon fonctionnement des différentes installations. Vous voyez ici dans la salle des machines, mais vous voyez ici également en haut à gauche une caméra qui filme la cheminée du navire. Ça peut paraître curieux, mais en réalité, en fonction de la qualité d'émission des fumées, en fonction de leurs caractéristiques, de leur densité, de leur couleur, de leur opacité, eh bien les ingénieurs dans la salle de contrôle vont avoir une idée relativement précise du bon fonctionnement ou du dysfonctionnement des moteurs. Donc ça paraît bête, mais c'est important de filmer la cheminée. Il y a plus de 25 000
capteurs sur le bateau qui sont reliés d'une façon ou d'une autre à cette salle de commande. On contrôle aussi bien le fonctionnement des moteurs de la propulsion que la température de l'eau des piscines, le fonctionnement des ascenseurs, que la production d'air climatisé. Tout est contrôlé, tout est surveillé en permanence. Il y a sur le mur ce genre de mimique, ce genre de schéma qui reprend les réseaux de distribution de l'air climatisé, de l'électricité ou de l'eau douce depuis la production jusqu'au consommateur avec des petits voyants, des codes de couleur et évidemment s'il y a le moindre souci, on envoie de suite les équipes de maintenance qui sont mobilisables à n'importe quel moment du jour ou de la nuit pour pouvoir pallier le problème et réparer. Je vous dis encore une fois, c'est quelque chose de très très large et il y a en permanence 5 personnes dans la salle de commande qui surveillent le bon fonctionnement de l'ensemble des installations techniques du navire. Et quand on descend au pont -2, on arrive cette fois dans la salle des machines. Ce que vous voyez ici, ce n'est pas un des moteurs qui fait à tourner les hélices, on le voit mieux sur l'image suivante, c'est un de nos générateurs diesel, un de nos groupes électrogènes qui va nous permettre de produire toute l'électricité dont on a besoin à bord. Et Dieu sait qu'on en a besoin d'électricité, puisque sur ce navire, tout, absolument tout, fonctionne à l'électricité, y compris les moteurs de la propulsion. Ce sont des moteurs électriques qui font avancer le Costa Magica. Et donc, grâce à ces générateurs diesel, on va produire les 63 000 kW d'électricité dont on a besoin. Pour ceux qui ne sont pas électriciens, 63 000 kW, ça correspond à peu près aux besoins énergétiques d'une ville de 50 000 habitants. C'est toute cette électricité qui est produite à bord. On a 6 générateurs diesel, 6 groupes électrogènes, 4 qui fonctionnent en permanence, et 2 qui sont des générateurs de secours. Alors évidemment, pour produire toute cette électricité, on a besoin d'énormément de carburant. Et grâce à nos réservoirs, on va pouvoir stocker jusqu'à 18 jours d'autonomie en termes de carburant, sachant que l'on consomme 6,5 tonnes par heure en termes de carburant. 6,5 tonnes de carburant par heure de navigation, ce qui correspond à peu près à une facture de 4 500 € pour chaque heure passée en mer. On pourrait faire le petit calcul de combien on peut stocker, 17 à 18 jours d'autonomie lorsque l'on remplit nos réservoirs. C'est pas mal, hein? Sur les 63 000 kW d'électricité, c'est-à-dire sur toute l'énergie qui est produite sur le bateau, on va utiliser les 2/3 uniquement pour faire avancer le navire. C'est-à-dire que les 2/3 de l'énergie produite à bord, environ 70%, va être utilisée uniquement pour faire avancer le navire, pour la propulsion. Et 1/3, environ 30%, 30 à 35% du total de l'énergie produite sur le bateau va servir au reste des besoins énergétiques de ce navire, à la production d'eau chaude, à la production d'air climatisé, à l'électricité, etc., etc. Vous voyez ici un des blocs moteurs électriques qui va donc convertir l'énergie électrique produite par les générateurs de bord en énergie mécanique et pouvoir ainsi faire tourner un des axes de propulsion. Donc on alimente ce moteur de façon électrique et vous avez ici le départ d'un des 2 axes de propulsion. On le voit mieux sur l'image suivante. Un immense cylindre d'acier qui mesure 40 mètres de long et 70 à 80 cm de diamètre. D'un côté, il est relié au moteur, de l'autre côté, à l'extrémité, on va trouver une des hélices. Et c'est cet axe qui va tourner à une vitesse de 130 à 70 tours minute pour faire avancer le navire. C'est une des parties techniques du navire qui fait vraiment l'objet de la plus grande attention, puisque s'il y a le moindre décalage dans l'axe de propulsion ou s'il y a le moindre souci, ça peut entraîner à terme sa rupture. Et quand on a un axe de propulsion qui casse, ça veut dire qu'on n'a plus qu'une seule hélice qui tourne et on a à peu près le même type de problème que quand on essaye de nager avec un seul bras. C'est-à-dire qu'on tourne en rond. Et la réparation d'un axe de propulsion, c'est une opération extrêmement longue. Ça impliquerait que le bateau soit mis hors service pendant plusieurs jours et donc ça serait un manque à gagner très important. Voilà pourquoi on fait extrêmement attention à nos axes de propulsion. À votre avis, qu'est-ce que c'est que ces 3 grosses bonbonnes? L'eau chaude, oui. Enfin, l'eau plutôt. Vous avez ici 3 de nos unités de désalinisation d'eau de mer. Pour ce qui est de l'eau potable, sur le navire, il y a différents systèmes d'alimentation. On a tout d'abord des grands réservoirs qu'on appelle des ballastes sur les ponts inférieurs que l'on va remplir d'eau à chaque fois que l'on est en escale dans un port. À chaque fois qu'on est à quai, on va se connecter au réseau d'eau potable du port et on va remplir nos réservoirs, on va acheter de l'eau potable. Ça, c'est très bien comme système. Le seul problème, c'est qu'on a une capacité de stockage limitée sur le bateau. On ne va pas pouvoir stocker plus de 24 heures de nos besoins en eau parce qu'on n'a pas la place.
Alors forcément, quand on est en navigation pendant plus de 24 heures, ça va poser problème puisqu'on va rapidement arriver à épuisement de nos stocks. Dans ce cas-là, eh bien c'est simple, on va produire nous-mêmes notre eau douce. On va capter de l'eau de mer à 5 mètres de profondeur, on va filtrer cette eau et puis on va la mettre dans ces unités de désalinisation. Le principe, il est très simple, puisque ces bonbonnes que vous voyez derrière, c'est ni plus ni moins que d'immenses cocottes minutes. On va mettre l'eau à l'intérieur, on va faire bouillir cette eau, l'eau va s'évaporer, le sel va rester, on va récupérer les vapeurs d'eau, les recondenser, rajouter des minéraux pour rendre cette eau potable, la faire tester par le médecin de bord, et une fois qu'il aura donné son feu vert, on va utiliser cette eau dans notre réseau de distribution d'eau potable du navire. Est-ce que vous avez une idée de nos besoins en eau sur le bateau ? À votre avis, combien d'eau potable on utilise chaque jour, par période de 24 heures? Beaucoup, c'est énorme, oui, oui, oui. Ça, je vous le confirme. Allez, on commence les enchères. 1000 mètres cubes, oh, presque, pile poil. Un tout petit peu moins, 900 mètres cubes. On utilise 900 mètres cubes d'eau douce par jour, ça fait 900 000 litres. Grâce à ces unités, on peut produire 1 500 000 litres d'eau par jour. On peut produire 1500 mètres cubes. C'est-à-dire qu'on peut produire plus d'une fois et demie nos besoins en eau. Alors vous allez peut-être vous demander pourquoi on s'embête à acheter de l'eau dans les ports alors qu'on est entièrement autonome avec ce système. Ben oui, c'est un problème de coût. Vous imaginez bien que ça coûte extrêmement cher de produire de l'eau potable. Ça demande beaucoup d'énergie de faire bouillir toute cette eau. Alors quand on peut, on l'achète dans les ports. Quand on n'a plus le choix, eh bien, on la produit nous-mêmes. Ça coûte très très cher, même si on a des systèmes de recyclage de l'énergie sur le bateau. On a notamment dans les cheminées du navire des plaques thermosensibles qui captent la chaleur d'émission des fumées et on peut ensuite utiliser cette chaleur, on peut la recycler notamment pour faire bouillir l'eau. Mais ça coûte extrêmement cher. Donc quand on peut, on achète au port. Quand on n'a plus le choix, on fabrique nous-mêmes. Et alors 900 mètres cubes par jour, ça implique une grande quantité, un grand volume d'eau usée. Et les eaux usées, eh bien, on va les séparer sur le bateau en deux catégories. On va mettre d'un côté ce que l'on appelle les eaux grises. Ce sont des eaux qui présentent un faible taux de contamination. Les eaux issues par exemple du nettoyage des ponts extérieurs ou les eaux issues des cuisines du bateau. Ces eaux-là, on va pouvoir les traiter à bord. On a une mini-station d'épuration. On va récupérer ces eaux, les collecter, les traiter, c'est-à-dire les débarrasser de leur pollution résiduelle. Et une fois qu'on les a testées, on va pouvoir les rejeter par-dessus bord, puisqu'elles ne présenteront plus de risque pour l'environnement. Mais il y a une autre catégorie d'eau qui est plus problématique, ce sont les eaux noires. Les eaux qui présentent un fort taux de contamination. Ça peut être par exemple les eaux issues du nettoyage de la salle des machines, qui peuvent présenter des résidus d'hydrocarbures, ou bien les eaux issues de l'hôpital du navire, qui peuvent présenter un risque bactériologique pour l'environnement. Ces eaux-là, on ne va pas pouvoir les traiter sur le bateau. On va les conserver dans des grands réservoirs qu'on appelle des bonzes, et une fois à terre, on va les confier à des entreprises spécialisées. Et c'est la même chose pour l'ensemble des déchets. Ça fait maintenant plus de 25 ans que Costa Croisière trie les déchets à bord des navires. C'est un tri qui n'est pas visible pour vous, il se fait du côté membre d'équipage, mais on a autant de poubelles que de types de déchets différents. J'avais compté un jour, je crois qu'on a une vingtaine de poubelles sur le bateau. Pour le papier, pour le plastique, pour le verre, pour l'aluminium, pour les métaux, pour les médicaments usagés, pour les aérosols, pour la porcelaine. Vous n'imaginez pas le nombre de poubelles que l'on a. On va trier les déchets, les séparer. On va ensuite les compacter. On va compacter les canettes de soda, on va casser le verre en petits morceaux, tout ça pour limiter le volume, et on va stocker tous les déchets dans des sacs différents. Et ces déchets seront déchargés à terre, là encore, quand on sera en escale, pour être confiés à des entreprises spécialisées qui devront les éliminer dans le respect des normes environnementales ou bien les recycler. Et c'est la même chose pour les restes alimentaires. Tout ce qui part au niveau des stations de plonge, tous les restes alimentaires ne vont plus être jetés par-dessus bord, mais vont être conservés sur ce bateau dans une chambre froide spéciale, dans des grandes poubelles noires et déchargés à terre comme les autres déchets. Ça devient de plus en plus dur de pouvoir rejeter les restes alimentaires par-dessus bord. La loi Marpol qui gère les rejets en mer est de plus en plus stricte et la règle maintenant est soit de conserver les déchets sur le bateau et de les décharger à terre, soit pour les bateaux qui sont équipés de les envoyer à l'incinérateur. Ça a deux avantages. C'est que premièrement, on va réduire considérablement le volume des déchets de restes alimentaires puisqu'à la fin on n'aura plus que des cendres. Et deuxièmement, on va produire de l'énergie, on va produire de la chaleur qu'on va pouvoir réutiliser sur le bateau. Mais la règle c'est ça, sur ce navire on conserve tout dans une chambre froide et on décharge à terre. On a fini cette première partie sur les aspects techniques. On va maintenant s'intéresser aux aspects hôteliers. Deuxième partie, le Costa Magica comme un hôtel flottant. Et la partie la plus importante dans un hôtel comme sur un bateau, c'est la restauration. Aussi curieux que ça puisse paraître, l'image que vous voyez ici
n'a pas été prise dans les cuisines du navire. Elle a été prise dans l'un des 3 ateliers de conditionnement de la nourriture que l'on a. Les réserves, elles sont situées sur le pont 0 à l'arrière du navire. Et juste à côté des réserves, vous avez 3 ateliers comme celui-ci. Dans ces ateliers, eh bien, on va préparer, on va conditionner la nourriture à être cuisinée. On va découper la viande, découper le poisson, éplucher les fruits et les légumes, décortiquer les crevettes. Et une fois que tous les aliments seront prêts à être cuisinés, ils vont être mis dans un ascenseur et montés au 3e étage, au niveau de la cuisine principale du navire. La cuisine qui se situe entre le restaurant Portofino et le restaurant Smeralda. C'est la plus grande, c'est celle dans laquelle on va préparer tous les soirs le dîner. Sachant qu'il y a en réalité 4 cuisines sur le bateau. La cuisine principale au pont 3 entre les 2 restaurants, une cuisine au niveau du pont 9 pour le buffet, une autre cuisine pour le restaurant gastronomique et la 4e, elle est en bas sur le pont 0 pour l'équipage. Mais la cuisine principale, c'est celle-ci. Et vous voyez ici la préparation des entrées. On va s'intéresser au service du dîner, puisque dans cette cuisine, on prépare 7 jours sur 7, 365 jours par an, jusqu'à 3470 repas, puisque c'est la capacité d'accueil du bateau, et c'est depuis cette cuisine que tout est fait et que tout est envoyé en salle. La préparation des entrées, c'est relativement simple. On va étaler les assiettes sur un grand plan de travail, vous voyez, des piles d'assiettes. Et puis les assiettes vont être ensuite préparées à la chaîne. Il y a un premier cuisinier qui va mettre le mélange de fruits de mer sur toutes les assiettes. Un deuxième cuisinier qui va passer derrière et qui va mettre la salade. Et un troisième qui va passer pour mettre le petit brin de persil. Une fois que toutes les assiettes du plan de travail auront été préparées, ces assiettes vont être récupérées et vont être mises, vont être disposées sur un distributeur d'assiettes, comme vous le voyez ici. On peut mettre plus d'une centaine d'assiettes sur chaque distributeur. Une fois que le distributeur est rempli, on va le prendre et on va aller le positionner à l'entrée de la cuisine dans l'une des nombreuses chambres froides qui ont été faites sur mesure. À chaque entrée de cuisine, entre la cuisine et le restaurant, il y a une dizaine, une quinzaine de chambres froides à l'intérieur desquelles on peut mettre simplement un distributeur d'assiettes. Donc on va le mettre à l'intérieur, on va fermer la porte et on va mettre une petite étiquette sur la porte avec le nom de l'entrée qui se trouve à l'intérieur. Ça, c'est fait quelques dizaines de minutes avant le début du service, ce qui permet au serveur, une fois qu'il a pris votre commande, de passer en cuisine et pour récupérer votre assiette d'entrée, il a simplement à ouvrir la bonne porte. Les assiettes ont été préparées un petit peu en avance à l'intérieur, il se sert et il peut vous l'envoyer directement en salle. Pour ce qui est des plats principaux, là c'est différent. Il faut imaginer que la plus grande partie de la cuisine est celle-ci, où il y a les différentes stations de cuisson. Vous avez les grilles pour les légumes, pour la viande, pour le poisson. Vous avez derrière les bacs pour les fritures. Vous avez un endroit pour les pâtes, un endroit pour les sauces, un endroit pour les soupes. Tout est fait à l'intérieur de ce petit carré. Tout est cuisiné en fin d'après-midi à base de produits frais ou de produits congelés, mais on fait la cuisine à bord. Ce ne sont pas des sachets que l'on ouvre ou des boîtes que l'on fait réchauffer. Non, non, on cuisine vraiment. Et une fois que les plats ont été préparés, ils vont être conservés au bain-marie. Je vous ai dit, la partie centrale de la cuisine, il faut l'imaginer comme au milieu les cuisiniers et tout autour des cuisiniers, un immense comptoir en forme de U. Donc à l'intérieur, on prépare la cuisine. À l'extérieur, vous avez les serveurs. Et tout le long du comptoir, côté cuisine, vous avez des grands bacs que l'on va remplir d'eau chaude. Et dans ces bacs, on va conserver au chaud, au bain-marie, les plats qui ont été préparés en fin d'après-midi. Donc on conserve les plats au chaud. Et quand votre serveur doit passer en cuisine pour venir récupérer votre commande de plat principal, eh bien il va faire la queue avec ses collègues et il va passer commande directement au cuisinier. Vous avez demandé le poisson, il commande le poisson, et donc le cuisinier va préparer votre assiette à la demande. Il va prendre une assiette, il va mettre le poisson, la sauce, les légumes, il va poser votre assiette sur le petit comptoir, et une fois que votre serveur aura récupéré toutes ses assiettes, il va mettre le petit couvre-assiette dessus, mettre toutes les assiettes sur son plateau, et vous l'envoyer au restaurant. Voilà pourquoi il y a du rythme, pourquoi c'est rapide, malgré le grand nombre de couverts que l'on a à servir, parce que tout est préparé un petit peu en avance, et mis en assiette à la dernière minute, simplement juste avant de vous l'apporter. Alors, il y a 3 jours, on m'a posé une question intéressante. On m'a demandé comment est-ce que l'on arrivait à préparer chaque plat du menu dans des quantités qui vont correspondre à peu près aux quantités qui vont être commandées. Vous l'avez vu, chaque soir au restaurant, vous avez 3 entrées, 2 sortes de pâtes, 4 plats principaux. C'est vrai que c'est légitime de se demander comment est-ce que nous, on peut avoir une idée de ce qui va être commandé. Eh bien, pour éviter le gaspillage, hein, évidemment. C'est relativement simple. C'est le travail du chef exécutif que de faire cette petite évaluation. Il va prendre en compte un certain nombre de paramètres de la croisière pour attribuer à chaque
plat du menu un indice de popularité, un petit coefficient qui lui suffira de multiplier par le nombre total de passagers à bord pour avoir une idée approximative de la quantité de ce plat qui va être commandé le soir même. Alors comment est-ce que l'on calcule ce petit indice? Comment on calcule ce facteur? On va tenir compte des paramètres de la croisière, des paramètres relatifs aux passagers. Tout d'abord, la pyramide des âges. Est-ce qu'on a des passagers plutôt jeunes ou plutôt âgés? On sait que les goûts ne sont pas les mêmes et donc ça va influencer la quantité de chaque plat qui va être commandé. Mais le paramètre le plus important, ça va sans aucun doute être le nombre de passagers pour chacune des nationalités représentées à bord. On sait par exemple, et c'est facile à comprendre, que si on a beaucoup de passagers italiens, il va falloir préparer plus de pâtes, bien sûr. Si on a beaucoup de passagers belges, il va falloir préparer plus de frites. C'est pas vrai du tout pour les Belges, mais je trouve ça extrêmement drôle de voir comment... Si on a beaucoup de passagers anglais, va falloir préparer plus de... Ah, c'est plus dur là déjà. Confiture? Non. Soupe, exactement. Je ne sais pas pourquoi, mais les Britanniques sont beaucoup plus friands de soupe. Si on a beaucoup de passagers québécois, qu'est-ce qu'on va faire? Des pancakes? Ah, c'est pas facile, hein? Les haricots et les pommes de terre. Ne me demandez pas pourquoi. Et si on a beaucoup de passagers français, va falloir préparer plus de... Ah bah ça y est, on a tout le menu. Le fromage, on l'a, on le fabrique pas à bord, on n'a pas encore la vache à... Non. Plus de pain? Oui, ça c'est certain. Mais si, c'est vrai. Mais au niveau des repas, poisson, exactement. On va devoir préparer plus de poissons, fruits de mer et légumes frais. Tout ce qui est sain et équilibré en réalité, pour résumer. C'est à peu près, Merci. Voilà. Donc on va tenir compte de tous ces paramètres et on va attribuer ce petit coefficient. Ça tombe relativement juste, vous seriez impressionné. De toute façon, on en fait toujours un peu plus. Il en reste dans la cuisine à la fin du service. Et ce qui reste n'est pas jeté à la poubelle. Ce sont les cuisiniers et les serveurs qui, après leur service, passent en cuisine récupérer ce qui reste et descendent manger ça au restaurant de l'équipage. Alors, dans les cuisines, on a également notre propre boulangerie et pâtisserie. Nous avons 4 boulangers et 6 pâtissiers qui se relaient pratiquement 24 heures sur 24 pour assurer évidemment la fraîcheur de tous nos produits. Au niveau de la boulangerie, on utilise plus d'1 tonne de farine par jour. On peut cuire les 20 sortes de pains différents que l'on fait sur le bateau, que ce soit les petits pains ronds avec le pavot, le sésame, le romarin, les pains baguettes pour les sandwichs, les graissins que vous avez sur le bateau et les pâtes à pizza. Tout ça, ce ne sont pas de la viennoiserie, industrielle. C'est pas du pain industriel. Non, tout est pétri, cuit sur le bateau. Tout est fait à bord. On peut cuire dans nos fours jusqu'à 1800 petits pains en seulement 25 minutes. Alors imaginez un petit peu le débit qu'il y a. Ils ont tous les aliments, tous les ingrédients, toute la matière première pour fabriquer l'ensemble des choses qu'ils fabriquent à la boulangerie. Et vous voyez, non, on ne voit pas la pâtisserie, mais la pâtisserie, c'est également impressionnant, puisque là, c'est 24 heures sur 24. À la pâtisserie, il y a toujours du monde pour faire soit les gros gâteaux, soit les petits que vous avez en dessert au restaurant ou au buffet, les gâteaux secs que vous avez également à 4 heures. Tout ça est fait sur le bateau à partir de farine, de sucre, de chocolat, d'amandes, etc., etc. Alors dans la cuisine, on a également, ça c'est important, notre station de préparation des pâtes. Ça, je devais d'en parler. Elles sont comment les pâtes à bord? Al dente, ben oui. Temps de cuisson? 4. Attention avec le temps de cuisson, Pas rigoler avec ça. 4 minutes. Vous voyez ici, on les fait cuire dans ces grosses marmites. Le principe, il est simple, c'est comme à la maison. On va remplir les marmites d'eau, on va faire bouillir l'eau, on va rajouter du sel et puis on va mettre les pâtes à cuire à l'intérieur. La différence s'arrête là, puisqu'à la fin, on ne va pas aller soulever la marmite pour aller la vider dans l'évier, ça va être un petit peu compliqué. On va récupérer les pâtes avec une grande passette et on va ensuite les mettre dans ce bac en acier, en inox, pour l'emmener en cuisine et pouvoir les assaisonner. Dans chacune de ces grosses marmites, on peut cuire 90 kg de pâtes toutes les 4 minutes. On en a 3, c'est-à-dire qu'on peut sortir 270 kg de pâtes toutes les 4 minutes depuis les cuisines du bateau. On a de quoi faire. Une fois que les pâtes sont cuites, on va simplement ouvrir le petit robinet qui est là. Ça va permettre à l'eau de s'écouler. Et vous voyez au sol, il y a une grille qui est reliée au réseau d'évacuation d'eau usée du bateau. Donc l'eau va partir directement à l'égout. De l'autre côté, vous avez un de nos plongeurs. Eh oui, il y a 150 personnes qui travaillent dans les cuisines, 110 cuisiniers
et 40 personnes pour le nettoyage, le rangement et la plonge. Il faut savoir que ces plongeurs peuvent nettoyer, du moins peuvent traiter jusqu'à 4000 assiettes par heure. Il les nettoie tout d'abord de leurs restes alimentaires, comme vous le voyez ici. Les restes alimentaires partent dans cette petite goulotte, dans ce petit caniveau, vers le système de pulpeur. Les restes alimentaires vont être pressés pour éliminer l'eau qu'ils contiennent et ensuite envoyés en chambre froide pour être stockés. Et ensuite, les assiettes, les verres, les couteaux, les fourchettes, tout ça va partir dans une machine à laver industrielle avec différents cycles. Prélavage, lavage, rinçage, séchage et ensuite, eh bien, tous les ustensiles de cuisine et toute la vaisselle vont être conservés dans un bain de vapeur pendant plusieurs minutes au-dessus de 100 degrés pour pouvoir évidemment tuer tous les germes et limiter au maximum la contamination bactériologique. On va donc complètement désinfecter ces ustensiles et on va ensuite les remettre en circulation dans le bateau. Alors, voici les réserves. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Elles sont situées sur le pont 0, tout à l'arrière du navire. Et on a à bord plusieurs personnes qui sont en charge du réapprovisionnement. On a notamment un économe en chef, un officier en charge du stock, qui va régulièrement passer les commandes de nourriture en fonction de des plats que souhaite préparer le chef. Et la nourriture va être amenée jusqu'au bateau par des camions. Lorsque l'on est parti des Antilles, on a fait le plein à la Guadeloupe. On a chargé à bord l'ensemble de la nourriture dont on avait besoin pour arriver jusqu'à Savone. On a de la place, puisque l'on peut stocker jusqu'à pratiquement 3 semaines de nourriture sur le bateau, une vingtaine de jours d'autonomie lorsque le bateau est complet. C'est-à-dire que l'on peut stocker à bord 3 semaines de nourriture pour 4500 personnes. On a des grandes réserves, des grands stocks de nourriture. Il y a une douzaine de lieux différents, des congélateurs, des chambres froides, des chambres à température ambiante, et on se doit de respecter un certain nombre de critères, évidemment, pour pouvoir stocker ces différents aliments. On ne stocke pas les conserves avec les fruits frais, on ne stocke pas les poissons avec les légumes, on sépare les lieux de stockage. Et comme je suis ami avec l'officier en charge du réapprovisionnement, avec l'économe en chef, j'ai obtenu quelques chiffres sur la quantité de nourriture qu'il a commandée pour cette croisière, pour ces 18 jours de traversée transatlantique. Donc quantité de nourriture qui a été commandée et qui va correspondre à peu près à la quantité de nourriture qui va être consommée au cours de ces 18 jours. Pour ce qui est du jus de fruits, on atteint quand même les 7000 litres. Pour les fruits frais, on est à 30 tonnes. Pour les œufs frais, on est à 55 000. Les légumes, 24 tonnes. L'huile d'olive, 2500 litres, pardon. Oui, ça fait un pot. L'huile d'olive, 2500 litres. Les sachets de thé, 44 000. Le café, 2 tonnes 5. Le sucre, 3 tonnes 2. Le fromage, 6 tonnes 5. La viande, 21 tonnes. Les glaces, 12 tonnes 8. Le poisson, 9 tonnes. Le lait, 24 000 litres. Le beurre, 3 tonnes 5. Les pâtes, 6 tonnes 5. Les bouteilles de bière, on en est à 15 000. Pour ce qui est du vin, 6 200 litres. L'eau minérale, 21 000 litres, c'est ça. Et le rhum, 1200 litres. C'est pas mal, Avec une petite mention pour le rhum, la quantité de rhum commandée dépend évidemment de la quantité de passagers antillais que l'on a à bord. Oui. Ça paraît évident, on adapte également la quantité de nourriture à la typologie des passagers. On a des passagers antillais à bord? Oui. On est d'accord? On est d'accord, parfait. La buanderie, regardez un petit peu cet endroit. Cet endroit, c'est l'endroit où on va nettoyer l'ensemble du linge du navire. Situé sur le pont 0, au milieu du navire, il y a 55 personnes qui y travaillent. Et là encore, c'est un endroit où il y a une activité 24 heures sur 24. Imaginez un petit peu, mes collègues voient passer entre leurs mains chaque jour 40 000 pièces de linge qu'il faut laver, que ce soit les serviettes, les nappes, les draps des cabines, les vêtements des passagers que vous envoyez au pressing, ou encore les vêtements et les costumes de l'équipage, tout passe par cet endroit. Je vous l'ai dit, 40 000 pièces de linge par jour, 55 personnes. Alors évidemment, pour les aider dans leurs tâches, ils ont des machines à laver industrielles qui peuvent laver, tenez-vous bien, jusqu'à 250 kilos de linge en 30 minutes. Pour ce qui est du séchage, des sèche-linges industriels également, qui peuvent sécher 50 kilos de linge en 40 minutes. Mais on s'est aperçu assez rapidement qu'une fois qu'on avait lavé et séché le linge, on avait encore un gros problème majeur.
Eh ben oui, le repassage. Alors on a laissé tomber les fers à repasser, parce que 40 000 pièces de linge par jour, ça fait un peu beaucoup. On a opté pour cette machine qu'on appelle une calandre. C'est révolutionnaire. Ils en ont 2 à disposition, mes collègues. Il suffit de mettre à l'intérieur les draps ou les serviettes ou les nappes, encore un peu humides, qui sortent de la machine à laver, c'est pas un problème. Et la machine va automatiquement finir de les sécher, les parfumer délicatement, les repasser, les plier, et mes collègues les retrouvent de l'autre côté en pile, prêts à être envoyés directement dans les différents services de bord. Ça leur permet de gagner énormément de temps. Cette machine coûte environ 150 000 €. Donc messieurs, si vous êtes intéressés pour faire un cadeau à madame, vous pouvez venir me voir, je vous donnerai le nom du fabricant. C'est un fabricant allemand. Tous les métiers sont à bord. Eh bien oui, il faut que l'on puisse pallier le moindre problème lorsque l'on est en navigation, il faut que l'on puisse être autonome. Voilà pourquoi il y a plus de 150 métiers différents sur ce bateau. Je vous l'ai dit, le bateau est une petite ville flottante et donc comme toutes les villes, on a à bord nos artisans de bord. Vous voyez ici nos techniciens dans leurs ateliers, on a des menuisiers, des informaticiens, des électriciens, des plombiers, des frigoristes. Ils ont leurs ateliers, leurs outils, les plans du bateau, des éléments de rechange et donc ils peuvent intervenir à n'importe quel moment pour pouvoir réparer n'importe quelle partie du navire qui aurait un souci. Vous avez ici notre didandier, la personne en charge des tissus, des moquettes, que ce soit les rideaux du théâtre, les tissus qu'il y a sur les meubles, les moquettes sur le navire. Il a des chutes de tous ces éléments et il peut intervenir là encore pour pouvoir réparer les petits accros qu'il pourrait y avoir sur le navire. En haut, devant son ordinateur, c'est notre imprimeur. On a notre propre imprimerie à bord et l'ensemble des documents que vous recevez, que ce soit le document sur lequel vous avez le descriptif des excursions, votre journal de bord tous les soirs ou encore les menus au restaurant, tout est mis en page, traduit et imprimé sur ce navire tous les jours. Le journal de bord est arrêté pour le lendemain dans sa version définitive en italien en milieu d'après-midi, aux alentours de 15 h. Et entre 15 h et 18 h, il va être traduit en 6 langues différentes, mis en page et imprimé sur 6 papiers de couleurs différents, évidemment en fonction du nombre de passagers présents à bord qui parlent chaque langue. Et ensuite envoyé au niveau du service d'étage pour pouvoir être posé sur votre lit ou dans votre boîte aux lettres le soir. Il y a environ 400 membres d'équipage sur les 935 qui sont impliqués à un moment donné ou à un autre dans la réalisation ou dans la distribution du journal de bord. Et puis ici, le petit gars qui est devant les costumes, c'est la personne en charge justement des uniformes de l'équipage, du nettoyage, mais également de l'entretien. Si on a un petit bouton qui saute, il va pouvoir nous le recoudre, on peut aller le voir à n'importe quel moment. On lui amène nos uniformes sales et on les récupère propres le lendemain. Voilà qui conclut cette deuxième partie sur les aspects hôteliers. On va maintenant s'intéresser à la troisième et dernière partie, la vie côté équipage, pour savoir un petit peu comment ça se passe lorsque l'on travaille sur un navire de croisière. Il faut savoir que Costa possède ses propres écoles de formation pour former le personnel hôtelier, c'est-à-dire le personnel des cabines, du restaurant et du bar. 80% du personnel hôtelier de bord est passé par ces écoles de formation. Que ce soit en Amérique du Sud, au Pérou ou au Brésil, ou bien en Asie. On a des écoles en Indonésie, en Inde, aux Philippines, au Vietnam et en Corée. Et la dernière qui vient d'ouvrir, elle est en Chine. On va recruter notre personnel dans ces pays et les former dans nos écoles de formation que l'on tient en partenariat avec des grandes universités qui forment au métier de l'hôtellerie. Donc ils sont formés directement dans leur pays. Des cycles de formation de 2 à 8 mois en fonction du poste auquel ils prétendent à bord. On va leur apprendre à travailler dans des mini-répliques de bateaux. Dans ces écoles de formation, on va trouver des mini-restaurants, des petites cabines. Ils vont apprendre vraiment à travailler en conditions réelles. Et une fois qu'ils ont validé leur cycle de formation, une fois qu'ils ont toutes les connaissances nécessaires, ils vont pouvoir être envoyés directement sur l'un des 15 navires de notre flotte pour commencer leur premier contrat. On a également 2 écoles de formation en Europe, une aux Pays-Bas pour former le personnel technique de la salle des machines et une en Italie pour former le personnel des ressources humaines du siège social. Costa Croisière, c'est environ 20 000 salariés à travers le monde, 1500 personnes qui travaillent au siège social à Gênes en Italie et 18 500 personnels navigants, donc 18 500 employés à bord des 15 navires de la flotte. Autre statistique intéressante, 80% du personnel de bord, 80% du personnel navigant a moins de 40 ans. C'est donc une compagnie extrêmement jeune et il y a plus de 55 langues qui sont parlées au sein de Costa Croisière puisqu'il y a des salariés de 80 nationalités différentes. Les chiffres sur l'équipage de ce navire, 935 membres d'équipage à bord, on en a parlé.
43 nationalités parmi l'équipage de ce bateau. Imaginez un petit peu ce que ça implique. 43 mentalités différentes, 43 cultures différentes, façons de travailler différentes. Mais je crois qu'on peut s'accorder à dire que tout fonctionne correctement et que l'on arrive, malgré les différences culturelles, malgré les différentes religions que l'on va trouver sur le bateau, eh bien, à se tenir la main et à tous travailler dans la même direction pour vous permettre de passer d'excellentes vacances à bord. Moi, ça m'a toujours épaté que ça puisse se passer aussi bien avec 43 cultures différentes. Et puis, pour peu qu'on soit un minimum intéressé, pour peu qu'on ait un minimum l'esprit ouvert, je peux vous assurer que c'est un véritable bonheur que de travailler à bord. Imaginez, j'ai passé tout mon contrat avec des collègues de 42 nationalités différentes. C'est-à-dire que peut-être qu'un matin, je vais prendre mon petit déjeuner avec un collègue indien. Et puis à midi, je vais déjeuner à midi avec un collègue indonésien. Et puis le soir, je vais pouvoir dîner avec un collègue péruvien. Et puis on va à chaque fois discuter, évidemment. On est curieux de savoir comment ça se passe dans nos différents pays. On va échanger. On apprend beaucoup de choses. Et surtout, pendant les vacances, potentiellement, ça laisse le choix parmi 42 pays différents à les visiter. Et aller visiter dans d'excellentes conditions, puisqu'on va y aller avec des gens qui y habitent, qui sont nés, qui connaissent parfaitement la culture et qui connaissent parfaitement les traditions. Donc on va vraiment pouvoir mettre à profit cette chance que l'on a de travailler à bord avec des collègues d'autant de nationalités. Et il m'est arrivé de recevoir à la maison également des collègues chinois, vietnamiens, indonésiens qui sont venus passer des vacances en France et qui sont venus une petite semaine à la maison pour leur faire visiter la France. Et 6 mois après mon prochain contrat, eh bien, c'était à mon tour d'aller là-bas. Donc je ne peux vraiment qu'encourager les personnes qui ont envie de travailler à bord, les personnes qui ont envie un petit peu de baigner dans cet univers international, que de postuler et de venir faire au moins un contrat, parce que je vous avoue que c'est une véritable ouverture sur le monde. Si jamais vous avez des jeunes dans votre entourage qui cherchent une petite expérience, qui cherchent à apprendre un peu les langues ou à avoir un premier job dans le monde du tourisme, eh bien je ne peux encore une fois que trop leur conseiller de postuler pour venir travailler à bord. 6 à 8 mois de contrat, ça on me pose souvent la question. On est tous, autant que l'on est sur le bateau, sous le coup d'un contrat à durée déterminée. Un contrat d'une durée de 6 à 8 mois. C'est généralement 6 mois pour le personnel européen, 8 mois pour le personnel non européen. Au cours de ce contrat, on travaille tous les jours. 7 jours sur 7, du jour où on embarque au jour où on débarque. On n'a pas de jour de repos quand on travaille sur un navire de croisière. Tout simplement parce qu'il y a des passagers tous les jours, il n'y a pas de temps mort. Le jour où vous allez débarquer, il y a d'autres passagers qui vont embarquer pour pouvoir repartir le soir même pour une nouvelle croisière. Et donc chaque membre d'équipage occupe son poste tous les jours. On ne peut pas avoir 2 membres d'équipage à bord pour le même poste, un qui travaille pendant que l'autre est de repos. Non, non. Chacun a son poste, tous les jours de son contrat. On travaille une moyenne de 11 à 12 heures par jour. Ça peut paraître impressionnant, mais en réalité, on travaille sur une grande amplitude horaire. On commence tôt le matin, on finit tard le soir, mais on a des heures de repos dans la journée. On va travailler 3 heures, on va avoir 2 heures de repos, et puis on va retravailler 4 heures, on aura 3 heures de repos. Voilà, donc on peut se proposer dans la journée, on peut faire la sieste, et surtout on peut sortir lorsqu'on est en escale, lorsqu'on est à quai. Si jamais on n'a pas de travail, pendant les heures de repos, on peut très bien débarquer, aller se promener. La seule chose, c'est qu'il faut revenir sur le bateau au moment où on doit reprendre du service. Et puis à l'issue de ce contrat, on va avoir 1 mois et demi à 2 mois, voire 2 mois et demi de repos à la maison. Et au bout de ces vacances, on va recevoir un petit mail ou un petit coup de fil de la compagnie qui va nous proposer un autre contrat. Et on va enchaîner ainsi de suite, comme ça. 6 mois sur le bateau, 2 mois de repos à la maison. 6 mois à bord, 2 mois de repos. C'est comme ça que ça fonctionne quand on travaille sur un navire de croisière. Il y a certains de mes collègues qui font ça depuis 25, 30 ou 35 ans. C'est un travail à temps plein et vous comprenez bien que c'est l'intérêt de la compagnie de nous reprendre après notre contrat. On est en fin de contrat à durée déterminée, c'est-à-dire que pendant nos vacances, on n'appartient plus à Costa, on est libre. Mais ça revient extrêmement cher à Costa Croisière, à toutes les compagnies, de recruter, de former du personnel, de les maintenir à bord, de les payer. Donc, lorsqu'il y a des membres d'équipage qui aiment leur travail et qui le font bien, il n'y a absolument aucun problème pour avoir un nouveau contrat. Je vous dis encore, c'est l'avantage de la compagnie et ça permet de pérenniser un petit peu notre emploi. On ne travaille pas 6 mois de l'année et 6 mois de vacances. Non, on travaille 6 mois et on a 2 mois de vacances, c'est-à-dire qu'on est à bord 6 mois tous les 8 mois. Pour finir, quelques photos des lieux de vie de l'équipage qui ne sont évidemment pas accessibles aux passagers. Et on commence ici par une cabine type qui va être occupée par 95% de l'équipage, c'est-à-dire une cabine double, entre 8 et 12 mètres carrés pour ce qui est de la superficie, lit superposé, un bureau, 2 chaises, une étagère, chacun son armoire et une salle de bain
dans la cabine. Il n'y a plus de grands dortoirs comme il y avait avant où il y avait 15, 20, 30 membres d'équipage qui dormaient ensemble et qui se partageaient une salle de bain. C'est fini. Maximum 2 par cabine, la seule exception étant pour les officiers et pour le management. Pour les officiers et le management, eux, ils ont leur propre cabine individuelle. Mais 95% de l'équipage partage sa cabine avec un collègue qui travaille dans le même département et qui a les mêmes horaires. Parce que si on met dans la cabine ensemble un membre d'équipage qui travaille de jour avec quelqu'un qui travaille de nuit, ça va poser des problèmes. Donc même département et surtout mêmes horaires de travail. De toute façon, je peux vous rassurer, la cabine pour nous, c'est uniquement pour dormir. Soit on travaille, soit on est à l'extérieur pour se promener. On rentre à la cabine juste pour dormir la nuit. Vous avez ici un des 2 restaurants de l'équipage. En réalité, il y en a 3, mais on va mettre également de côté le mess réservé aux officiers. On a 2 restaurants pour l'équipage qui sont dans le même couloir et qui sont l'un en face de l'autre. Un restaurant qui sert une cuisine plutôt européenne et un autre restaurant juste en face qui sert une cuisine plutôt asiatique. On a une majorité de membres d'équipage asiatiques sur le bateau. On a donc la possibilité de choisir quand on va prendre notre repas, petit déjeuner, déjeuner, goûter et dîner. À chaque fois, on a le choix. Soit à droite pour manger européen, soit à gauche pour manger asiatique. C'est un endroit très sympa parce que c'est là aussi qu'on peut se retrouver un petit peu entre collègues et c'est un moment de convivialité que les repas sur le bateau. La salle de sport, on en a une juste pour nous. Bah oui, 6 mois sur le bateau à travailler 11 à 12 heures par jour, ça demande quand même une certaine condition physique. Alors on peut aller s'entraîner, on peut aller courir, on peut aller soulever de la fonte. Elle est ouverte à tous les membres d'équipage sans distinction de niveau hiérarchique. Elle est ouverte de 6 heures le matin à minuit. Et donc quand on a fini le travail ou le matin avant de commencer, on peut aller faire un petit peu de sport. Et puis la dernière image que vous voyez, c'est ici. C'est vraiment un des endroits le plus important pour l'équipage. C'est l'endroit qu'on va repérer le jour où on embarque. C'est ce qu'on appelle le foyer ou le bar de l'équipage. Là, c'est vraiment l'endroit de convivialité par excellence. C'est là que l'on va se retrouver entre collègues après une bonne journée de travail pour pouvoir un petit peu décompresser, faire cette petite coupure entre le moment où on travaille et le moment où on va se coucher, discuter un petit peu de notre journée. On peut boire un verre, on peut grignoter quelques sucreries. On a un baby-foot pour jouer. On a des jeux vidéo, on a également la télévision, on a accès à Internet et puis de temps en temps, 1, 2, 3 fois par mois, il y a une soirée pour l'équipage qui est organisée au bar de l'équipage, donc entre minuit et 2 heures du matin avec de la musique, avec des lumières et c'est là qu'on se retrouve un petit peu pour faire la fête et pour décompresser. On m'a posé une question il y a quelques jours également par rapport à la politique de la compagnie relative à l'alcool pour l'équipage. Eh bien c'est très simple, lorsqu'un membre d'équipage travaille, lorsqu'il est pendant ses heures de service, 0 alcool autorisé. En dehors des heures de service, et notamment le soir, après le travail, on peut, au bar de l'équipage, consommer de l'alcool, mais pas n'importe quel alcool. On va nous servir uniquement des alcools dont le taux d'alcool, le degré d'alcool est en dessous de 15%. Donc on va pouvoir boire de la bière, on va pouvoir boire du vin, mais c'est tout. Puisqu'à n'importe quel moment de notre contrat, pendant qu'on est à bord, on ne doit dépasser la limite de 0,5 g par litre. C'est-à-dire qu'on est soumis, pendant notre contrat, à la même limite à laquelle vous êtes soumis si vous voulez conduire une voiture en France. Si jamais on est détecté, si jamais on nous envoie à l'hôpital pour faire un alcotest et qu'on est au-dessus de cette limite de 0,5, on rentre immédiatement à la maison. On ne doit pas dépasser cette limite tout simplement parce que si jamais il y a un souci sur le bateau, c'est l'équipage qui doit assurer les opérations d'évacuation. Voilà pourquoi il y a cette limite qui a été fixée. Voilà qui conclut cette visite. J'espère que vous avez appris des choses intéressantes. Il manque encore un chiffre que je ne vous ai pas donné. C'est le prix du bateau. Si ça vous intéresse, sinon je... Ah bah oui, quand on parle de sous. 600 millions, un peu moins. Encore un peu moins. 450 millions d'euros. C'est le prix qu'a coûté ce bateau. Me demandez pas comment ça s'amortit, en combien de temps on le rentabilise, j'en ai aucune idée. Je peux juste vous dire qu'un navire de cette taille, quand il est entretenu régulièrement, il peut naviguer sans aucun problème 30, 35, voire 40 ans. Donc c'est quelque chose évidemment qui est sur le très très long terme. Avant de vous laisser partir, quelque chose qui n'a rien à voir avec cette conférence, mais quelque chose que je voulais vous dire. Je voulais vous inviter à venir ce soir, ici au théâtre, pour voir le spectacle que l'on vous propose. Ce n'est pas un spectacle comme ceux que vous avez l'habitude de voir depuis le début de la croisière. Ce ne sont pas des artistes professionnels qui vont venir ici sur scène se produire. Ce soir, on vous propose le spectacle de l'équipage. Ce sont les membres d'équipage de ce navire qui vont venir sur la base du volontariat pour vous faire un petit quelque chose, un petit numéro. Donc vous allez peut-être voir sur scène la personne qui fait votre cabine ou votre barman préféré. Alors venez les encourager parce que c'est pas évident de faire ça. C'est un très très beau spectacle, plein de poésie. Et surtout, si vous venez ce soir à ce spectacle, vous aurez la chance d'entendre une très belle chanson en français. Chantée par un membre d'équipage français.
qui appartient au département animation. Oui. Alors, évidemment, j'ai été mis à contribution pour ce spectacle. Je vous préviens tout de suite, c'est pas ma grande spécialité, la chanson, hein. Autant parler, faire des conférences, j'arrive à me débrouiller. Autant chanter, c'est pas mon fort. Je vais vous demander de venir pour une raison simple. J'ai un petit concours, un petit challenge avec une de mes collègues plutôt, qui va venir ce soir et qui va chanter ici une chanson en italien. Et cette personne, ma collègue, demande aux passagers italiens de venir au spectacle et d'applaudir très fort quand elle va passer. Moi, je vous demande de venir et de faire un bruit, mais comme vous n'en avez jamais fait. De venir crier, hurler, voilà, appeler fort. Romain, je t'aime! Romain, t'es le meilleur! Ah, quelque chose comme ça. Parce que c'est très très bien. On a un petit concours et en réalité, c'est à celui qui aura le plus fort accueil, le plus fort applaudissement. Donc je compte sur vous. Je ne veux pas perdre face aux Italiens. Je vous le dis comme je le pense. Sinon, après, moi, j'en ai pour 3 semaines à ce qu'ils se moquent de moi derrière. Donc vous venez, vous tapez des pieds, vous hurlez, vous pouvez faire des banderoles si vous voulez, vous prenez les draps dans les cabines, pas de problème. D'accord, je compte sur vous, je veux, mais alors que personne ne comprenne ce qui se passe sur ce bateau. Si ça marche bien, je peux vous dire, si ça marche bien, généralement, à la fin du spectacle, les passagers italiens, allemands, anglais, qui n'ont rien compris à ce qui s'est passé, vont au bureau d'information et demandent « Mais c'était qui, Romain? Qu'est-ce qui s'est passé là au théâtre? Pourquoi il y a eu ce... » D'accord, il faut qu'on en arrive à ce résultat. Je compte sur vous, je ne veux pas avoir la honte. On est une majorité, hein, il y a à peu près 1000 passagers francophones. Donc venez montrer à tout le monde que vous êtes là, que vous êtes présents. Et surtout, venez montrer que vous êtes plus nombreux que les Italiens. D'accord? Merci, je compte sur vous. Très très bonne journée en navigation. Je vous attends ici ce soir pour le spectacle de l'équipage. Et sinon plus tard pour une prochaine conférence. Merci et bonne journée à vous. Ciao!